moment est venu de lancer notre deuxième débat de la matinée, toujours autour évidemment de ce qui se passe en matière de transition écologique, énergétique, la façon dont les acteurs, parce que finalement ce sont eux qui au quotidien avancent sur la voie de cette décarbonation. Et donc on va croiser deux regards. Celui de Flore Jakimovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur RSE de ICAD. Directrice. Directrice, pardon, c'est moi qui... C'est écrit directrice en plus, excusez-moi. Et Philippe Rivoilan, vous êtes le CEO d'Emeria, qui est l'hébergeur de Monwire. Rapidement, Monwire, expliquez-nous. Alors, Monwire est un groupe industriel, donc qui distribue notamment les marques Caterpillar, qui sont présentes sur le salon Intermat, à travers des machines que nous présentons, des moteurs et des groupes électrogènes. Alors, j'aimerais vous entendre tous les deux, et je vais commencer avec vous, Flore, sur finalement la façon dont vous mettez en place votre politique RSE chez ICAD. Alors, notre politique RSE, elle est finalement à l'image des attentes et à l'image des grands enjeux mondiaux. Notre premier point, c'est vraiment la lutte contre le changement climatique et réussir à maintenir une trajectoire 1,5 degré, c'est-à-dire à émettre le moins de carbone possible pour pouvoir éviter un maximum de réchauffement. Mais elle embarque aussi un deuxième sujet qui monte fort en ce moment, qui est la biodiversité, et qui est une attente de nos clients, qui est une attente de nos concitoyens, et qui fait donc intrinsèquement partie de notre... Alors comment ça se passe? Parce que votre cœur d'activité, vous, c'est quand même la construction. Tout à fait. On vous attend aussi sur la biodiversité. Oui, et on nous attend particulièrement sur la biodiversité parce qu'il y a une aspiration des Français à vivre dans un environnement plus vert, à réintégrer de la nature en ville et à être au contact de cette biodiversité. Donc il y a un engagement fort de notre part pour réussir, une fois qu'on a fini notre opération, une fois qu'on a fait notre opération de promotion, qu'on a construit ou qu'on a géré, qu'on gère l'immeuble, qu'on soit en capacité d'avoir plus de biodiversité après la construction qu'avant la construction. Et ce n'est pas un vœu pieux, on fait des mesures précises, on s'aligne sur les meilleurs standards aujourd'hui pour être en capacité effectivement de pouvoir remplir cet engagement-là. Alors Philippe Rivoilan, vous, sur cet engagement, alors vous, comme vous êtes loueur, distributeur. Vous êtes distributeur et loueur. Distributeur et loueur, vous êtes finalement à la fois au contact des producteurs, etc. Donc vous, il y a à la fois cet engagement RSE, il est à la fois finalement sur tous les matériels que vous distribuez et que vous vendez, et puis il y a votre engagement à vous, j'allais dire groupe de distribution au sens large. Oui. Alors nous, effectivement, on a deux challenges, je dirais, donc accompagner la transition énergétique à travers les produits que nous mettons auprès de nos clients. Donc, notamment, je vous ai parlé de machines hydrauliques, de moteurs, de groupes électrogènes. Il y a une tendance qui va se poursuivre d'électrification des matériels que nous mettons à disposition de nos clients. Donc ça, c'est le premier point. Mais cette électrification ne pourra bien évidemment pas toucher tout ce que nous vendons à nos clients ou tout ce que nous louons à nos clients. Donc il y a d'autres technologies qui seront matures un peu plus loin. On parle d'hydrogène, hydrogène utilisé dans des piles à combustible qui pourraient remplacer des moteurs, ou hydrogène utilisé directement par les moteurs actuels comme carburant de substitution. Aujourd'hui, c'est quoi l'équilibre du marché en matière de sources d'énergie, par exemple? Alors, le marché, on va dire à 99% aujourd'hui est lié au GNR, donc au gazole non routier, qui sont dans des moteurs thermiques, des moteurs diesel qui équipent l'ensemble des machines. Donc, moi, je vous parle de la tendance. Les gammes électriques vont commencer dans les années à venir à sortir d'usines. Mais il n'y a pas que des machines électriques, il y a d'autres techniques. L'hydrogène, je crois beaucoup à l'arrivée de l'hydrogène pour des matériels plus lourds. L'électrification sous forme de batterie ne sera pas suffisante. Donc ça fait partie des solutions qui sont encore à développer et qui ne sont pas matures. Le deuxième point, je dirais, c'est qu'au-delà des technos qui vont être disponibles, il y a la façon dont on les met en œuvre. Une machine électrique va demander des recharges fréquentes sur chantier. Donc ça change beaucoup du process de remplissage de GNR dans les machines actuelles. Donc il y a tout un écosystème, je dirais, de logistique et de distribution qui va être à mettre en œuvre. Et le dernier point, c'est à quel coût ces nouvelles technologies vont-elles être mises en œuvre?
Il s'agit que les entreprises puissent continuer à travailler avec une équation économique qui reste intéressante pour elles. Donc il y a disponibilité de technologie, son prix et la logistique qui va autour. Moi, ce qui m'interpelle finalement dans ce salon Intermat, c'est qu'on a l'impression qu'avant, c'était un salon où on fonctionnait beaucoup, finalement, j'allais dire, chacun dans son couloir. Vous aviez le matériel, les constructeurs qui avaient des clients qui voulaient, eux, produire. Il y avait les constructeurs, les promoteurs, etc. Et on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on est rentré plutôt dans une économie de la solution, c'est-à-dire où tout le monde essaye de travailler ensemble pour essayer de trouver des nouvelles solutions finalement à toutes ces problématiques. Oui, plus qu'une économie de la solution, je dirais une économie de plateforme. Flore Jakimovic. Je rappelle, vous savez, pour nos auditeurs, il faut qu'on leur rappelle qui parle de temps en temps. Oui, plus qu'une économie de la solution, plutôt je dirais une économie de plateforme. Et je vais vous prendre un exemple qui est le chantier du village des athlètes pour les Jeux Olympiques qu'ICAD a eu la chance de réaliser. Pour réussir à construire bas carbone, pour réussir à limiter les émissions au maximum, et je vous spoil directement la fin, on est aujourd'hui sur des niveaux de kilos de carbone émis par mètre carré extrêmement faibles. On est en dessous de 700 kilos de carbone par mètre carré à la construction. En fait, il a fallu mettre tous les acteurs du chantier autour de la table. Et tous les acteurs du chantier, ça va évidemment de la conception, l'architecte, les matériaux de construction, la manière dont on amène ces matériaux sur le chantier. On a utilisé en l'occurrence la voie fluviale pour émettre moins de carbone. La manière dont on gère la logistique du chantier. On avait une centrale à béton bas carbone directement sur le chantier pour éviter de nouveau les transports. La manière dont on pense le rafraîchissement et des immeubles, notamment pour le confort d'été. On a beaucoup travaillé sur de l'architecture bioclimatique. Et en fait, c'est en mettant l'ensemble des acteurs de la construction au sens large sur les mêmes projets et en travaillant en plateforme qu'on arrive à atteindre ces niveaux extrêmement exigeants, puisque aujourd'hui, en moyenne, on construit à 1200 kg de carbone par mètre carré. Et sur les Jeux Olympiques, sur le chantier des Jeux Olympiques, on a construit à moins de 700 kg de carbone par mètre carré. Ça coûte beaucoup plus cher? Alors, ça coûte aujourd'hui un peu plus cher, mais comme l'ensemble des acteurs d'abord se tournent vers ces engagements et contraints aussi par la réglementation d'adopter des nouvelles normes, finalement l'économie du secteur globalement est en train d'embarquer ces surcoûts. Philippe Rivoilan, cette idée justement de travail collaboratif de plateforme, disait Flore Jakimovic. Alors c'est exactement ce qui a présidé à notre stand aujourd'hui. On ne se contente pas de présenter des machines, y compris de dernière génération. Nous avons sur notre stand à la fois l'entité Berger-Monnier qui distribue les machines, Eneria qui assure les solutions d'énergie. Nous avons sur notre stand une autre entité du groupe Monnier qui s'appelle Arcance, qui est une entité qui s'occupe de digitalisation des projets de construction. Donc encore une fois, ça répond exactement à ce que vous évoquiez. On essaye de fournir à nos clients l'ensemble des solutions qui va dans le sens de la décarbonation. Pour nos produits, mais on va même plus loin, puisque notre entité Eneria aujourd'hui a pour ambition de proposer à nos clients, à tous les clients de notre groupe, de faire des bilans carbone, à faire des bilans d'énergie et à leur proposer aussi des solutions d'énergie renouvelable à base de photovoltaïque, de solaire thermique, de biomasse. Donc pour vous donner un exemple, nous proposons à l'ensemble de nos clients carriers qui sont intéressés par nos machines de regarder aussi sur leur site quel est le foncier disponible pour faire des projets photovoltaïques. Donc vous voyez, on essaye de fournir à nos clients vraiment un panel de solutions qui vont bien au-delà de la machine de base initiale. Qu'est-ce qui peut les aider dans leur objectif de décarbonation? Je vous rappelle que la plupart de nos clients, et c'est vrai aussi pour les grandes entreprises et les syndicats, ont pour objet de suivre les recommandations de la Commission européenne, à savoir une baisse de 55% des émissions à horizon 2030 par rapport à 90. Donc, tous nos clients ont ça dans leur feuille de route et la plupart de nos clients nous posent des questions pour savoir comment on peut les aider dans ce sens. Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui, Flore Jakimovic? Est-ce que vous considérez que toutes les réglementations qui sont quand même assez complexes et surtout assez changeantes, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que c'est un frein, un obstacle à votre activité, ou au contraire que c'est finalement une forme de baliser le chemin vers cette transition écologique? Alors, sur quoi vous butez aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on est plutôt en train d'avancer. Donc, on a globalement, évidemment, on a des freins. Par exemple, le coût des matériaux, ça peut être un frein. Mais la réglementation, pour nous, typiquement, c'est un levier. C'est-à-dire, moi, je suis vraiment... C'est un aiguillon, en fait. Mais en fait, ça oblige l'ensemble des acteurs du secteur à jouer avec les mêmes règles du jeu. Ce qui signifie que l'ensemble des acteurs du secteur devant faire les mêmes efforts, la filière, les différentes filières se structurent. Et donc en se structurant, abaisse le coût parce qu'il y a plus de volume. Et donc finalement, on arrive comme ça tous à progresser ensemble. Et personne ne sort du marché, des prix du marché, en voulant être particulièrement vertueux sur un sujet environnemental. Maintenant, l'environnement est au cœur des stratégies, en tout cas il est au cœur de la stratégie des CAD, mais on voit bien que la réglementation pousse à ça. Et la réglementation, elle crée aussi des espèces de chaînes d'alimentation vertueuses. Si je prends un exemple qui est la taxonomie européenne, qui a été beaucoup décriée. Alors rappelez-nous ce que c'est. Alors la taxonomie européenne, c'est une réglementation européenne qui vise à flécher des investissements vers ce qui va être vert dans l'activité de l'entreprise. Et l'ensemble, une large part des entreprises aujourd'hui en France sont soumises à cette taxonomie européenne. Et donc soumises à cette taxonomie européenne, elles doivent rendre des comptes. Et comme l'ensemble des entreprises doivent se justifier sur ce qu'elles font de leurs investissements, fatalement, les banques également doivent justifier qu'elles prêtent à des entreprises qui ont des réalisations vertes. Et ça crée une espèce de chaîne alimentaire qui pousse tout le monde vers le haut. Et ça, pour nous, en tout cas, je considère que c'est un levier important à la mise en œuvre de toutes les actions nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique. Et chez nous, la réglementation, ce n'est pas une contrainte, c'est vraiment une stratégie de déploiement qu'on met en œuvre pour être même meilleur que cette réglementation. Philippe Rivoilan, vous, même chose, les réglementations, les normes, c'est quelque chose que vous regardez avec quel œil ? Alors, les réglementations peuvent bien sûr impacter la façon dont les chantiers utilisant nos machines vont se faire dans le temps, bien évidemment. Les autres freins, je dirais, à la décarbonation de l'ensemble de nos activités vis-à-vis de nos clients, c'est d'abord la disponibilité des matériels qui ne seraient plus totalement thermiques. Oui. Donc ça dépend des fabricants. Donc il y a bien sûr un lead time plus important. Ça peut être la disponibilité des biocarburants, puisque vous savez que on fait la promotion dans notre groupe des carburants HVO, qui sont des biocarburants qui peuvent remplacer le GNR, et qui abattent terriblement les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est très positif. Donc disponibilité des carburants qui vont dans ce sens. Demain, disponibilité de l'hydrogène comme nouveau carburant alternatif. Hydrogène, bien sûr, vert. Et tant que l'hydrogène vert ne sera pas à un prix compétitif, effectivement, les surcoûts liés à des équipements qui vont utiliser de l'hydrogène vert sont importants. Donc on est dans la bonne direction, mais je dirais le prix des carburants, je le répète, mais le prix de ces nouveaux carburants et leur mise en œuvre pour animer nos matériels est un frein, bien sûr, qui ne va pas être levé si rapidement que cela. Alors j'avais une question aussi pour tous les deux, parce qu'on voit bien les mutations que tout ça représente, à la fois dans les technologies, dans les façons de travailler. Est-ce que vous avez un problème allez, j'allais dire, soit d'embarquement de vos équipes ou plus largement un problème finalement de compétences? Est-ce que vous butez par exemple en gros sur la pénurie de capital humain pour le dire comme ça? Flore Jakimovic. Alors non, on ne bute pas dessus parce qu'on l'anticipe. On a en ce moment chez ICAD un grand chantier sur l'Observatoire des métiers qui vise à se dire finalement à 3-5 ans quelles sont les compétences dont on aura besoin, comment est-ce qu'on doit organiser la formation de nos collaborateurs pour qu'ils puissent être au rendez-vous au moment où il faudra intégrer par exemple des nouvelles manières de construire ou de penser différemment la construction. Et donc on a ces initiatives en interne. On a notamment lancé cette année l'ICAD Climate School en partenariat avec AXA Climate et qui nous a permis de former l'ensemble de nos collaborateurs à un niveau assez pointu sur les grandes problématiques des changements climatiques, les grandes problématiques de la biodiversité et surtout les solutions que chacun peut mettre en œuvre dans le cadre de son périmètre de travail. Et ça c'est important, c'est-à-dire qu'il faut que chaque collaborateur chez ICAD et j'ai envie de dire en général, se sentent en capacité de mener des actions
qui vont lui permettre lui aussi de participer à la réduction des émissions carbone. Évidemment, quand on construit un immeuble, on se dit finalement j'ai tous les leviers, je vais construire en bois, je vais utiliser des matériaux biosourcés. Et du coup, les émissions vont baisser. Mais quand on est à la comptabilité, à la RH, au marketing, comment est-ce qu'on peut faire? Et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'actions qui pouvaient être menées dans l'ensemble de nos directions pour pouvoir contribuer et que chacun soit embarqué. Moralité, on a aujourd'hui beaucoup de candidatures de gens qui aimeraient venir travailler chez ICAD, qui viennent pour notre stratégie RSE, qui nous disent en arrivant, vous êtes engagés, ça m'intéresse, vos résultats sont bons, je veux travailler pour vous. Et ça, c'est, je pense, une vraie récompense pour l'ensemble des équipes. Philippe Rivoalan, c'est un problème chez vous aussi, le recrutement, compétences? Alors je dirais, la vision de notre groupe de s'inscrire dans la décarbonation est plutôt quelque chose de très positif en termes d'attractivité et de motivation de nos collaborateurs, y compris les plus jeunes. Donc c'est à la fois utile à nos clients, mais essentiel en interne. Nous recrutons beaucoup d'ingénieurs pour des projets d'énergie renouvelable. Là, effectivement, il y a un peu de compétition et il faut dire que c'est assez difficile de recruter compte tenu de la croissance très forte de ce type de marché. Mais je dirais donc il y a à la fois une difficulté de recruter des ingénieurs, mais il y a aussi un intérêt et une rétention plus forte de nos salariés à s'inscrire dans ce genre de projet. Donc moi, c'est très positif, mais pas uniquement auprès des clients. Oui, très positif. Donc, est-ce que vous avez fixé, alors on a des grands objectifs au niveau européen, neutralité carbone 2050, etc. Est-ce que vos plans stratégiques, ils vous emmènent jusqu'où chez ICAD, Flore Jakimović? Alors, on a des objectifs à 2030 et des objectifs à 2050, et cela dans le cadre de notre certification par la SBTi, qui est la Science Based Target Initiative, sur une trajectoire 1,5 degré. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on s'engage en 2050 à réduire l'ensemble de nos émissions carbone de 90%, si on prend comme point de départ 2019, qui est la dernière année avant Covid. Et à 2030, il faut, donc quasiment demain, il faut qu'on ait réduit ces émissions carbone d'environ 28-29%. Et le plan stratégique que nous avons déployé depuis 2019 nous permet d'être exactement sur la trajectoire. Ça signifie quoi très concrètement? On mesure pour nos activités foncières et promotion l'intensité carbone que nous émettons. Ça veut dire combien de kilos de carbone on émet par mètre carré quand on exploite un immeuble, ou combien de kilos de carbone on émet par mètre carré quand on le construit. Et on regarde la diminution et on est sur la ligne avec des plans d'investissement qui nous permettent de le mettre en place. Juste pour conclure, Philippe Rivoalan, il y a à peu près 8 PME, entreprises sur 10 qui ne savent pas évaluer leurs émissions de CO2. Est-ce que dans votre secteur, on est plutôt plus performant? Alors le groupe Bonheur a effectivement un bilan carbone complet de chacune de ses activités dans nos presque 28 pays. Donc on a une idée précise de la trajectoire décarbonation que l'on se fixe, mais c'est pour nos propres consommations. Donc ça, c'est assez simple. Ce qui est plus compliqué, c'est de traiter ce qu'on appelle le scope 3. Donc le scope 3, c'est les émissions des produits que nous vendons à nos clients. C'est à ça que je faisais allusion avant. Donc nos efforts portent sur les deux côtés. Bien sûr, nos propres consommations. Comment va-t-on, par exemple, électrifier l'ensemble des véhicules de dépannage de nos équipes? Voilà, ça, c'est une question interne. Mais la question, à mon avis, la plus importante, c'est effectivement être capable d'aider nos propres clients à décarboner leur activité à travers les services et les matériels que nous leur vendons ou que nous leur louons. Merci beaucoup Philippe Rivoalan, Flore Jakimović.